Bonsoir à toutes et à tous. C'est toujours un plaisir de vous informer à Metro News. Voici les points culminants de l'actualité. Une vaste opération de sécurisation a été lancée ce mercredi à Delma-6 par la police nationale avec l'appui des forces armées et de la force de répression des gangs. L'intervention se déroule près du domicile du chef de gang Jimmy Cherizier dit Barbecue. Des explosions liées à l'usage de drones kamikazes ont été signalées afin de chasser les gangs et reprendre le contrôle de la zone. À l'approche du 7 février, le Forum des anciens parlementaires et alliés met en garde contre toute tentative étrangère d'imposer une formule de remplacement au Conseil présidentiel. Il appelle les acteurs nationaux à privilégier le dialogue afin de parvenir à une transition consensuelle dirigée par des autorités issues d'un large accord politique. Vers le renouvellement de la loi Help Hope, le ministre du Commerce et de l'Industrie, James Monazar, s'est réjoui de l'adoption par la Chambre des représentants américains d'un projet de loi visant à la prolonger. Selon lui, cette mesure pourrait préserver près de 28 000 emplois dans le secteur de la sous-traitance en attendant l'approbation du Sénat américain. À tout de suite. Merci de suivre Metro News. Comme annoncé tantôt, la police nationale a lancé ce mercredi une opération de rétablissement de la sécurité à Delma-6, près du domicile du chef de gang Jimmy Cherizier, alias Barbecue. L'intervention mobilise la PNH, les forces armées d'Haïti ainsi que la force de répression des gangs. Des drones kamikazes auraient été utilisés, marquant une intensification des moyens contre les groupes armés. Selon la police, l'objectif est de déloger les gangs et de reprendre le contrôle de la zone. Par ailleurs, la PNH a annoncé l'arrestation mardi dans la grandance de Jean Misnor, alias Fado, présenté comme le numéro 2 du gang Simon Pelé. Âgé de 36 ans et recherché depuis plusieurs mois, il est soupçonné d'implication dans plusieurs crimes, dont des assassinats et des enlèvements. Près de 5,7 millions de personnes souffrent actuellement d'une insécurité alimentaire sévère en Haïti, selon la Coordination nationale de la sécurité alimentaire CNSA. Parmi elles, 1,9 million sont en situation d'urgence et 3,8 millions en phase de crise, incapables de couvrir leurs besoins essentiels. La situation pourrait encore s'aggraver entre mars et juin 2026 en raison de l'insécurité persistante, de la hausse des prix alimentaires et de la faiblesse du pouvoir d'achat. Sans réponse rapide, le nombre de personnes touchées pourrait atteindre 5,9 millions, les enfants, les femmes enceintes, les personnes âgées et les déplacés internes étant les plus vulnérables. Le Forum des anciens parlementaires et alliés met en garde contre toute imposition de l'étranger d'une formule de remplacement au Conseil présidentiel à partir du 7 février prochain. Il appelle ainsi les acteurs à se mettre ensemble pour trouver une solution nationale concertée. Le Forum se montre favorable à une transition dirigée par un président, un premier ministre et un gouvernement de consensus sans considération sur les secteurs dans lesquels les personnalités pourraient provenir. Compte rendu, Richie Fortuné et Guitry Choisy. Consensus large, transition souveraine, gouvernement d'entente nationale, autant de points de convergence dans les différentes propositions politiques. Pourtant, dans la réalité, aucune formule unique ne se dégage à quelques semaines du 7 février. Dans un contexte marqué par des incertitudes autour de cette date, le Forum des anciens parlementaires et alliés sort de son silence et appelle les acteurs à trouver rapidement un consensus. Faute de quoi, le pays risque de se soumettre une fois de plus aux décisions de l'international, dont les initiatives n'ont jamais permis de mettre fin à la crise. Pour nous, de jeudi à 7 février, timing demandé pour que différents secteurs de propositions pour chuter entre eux. C'est urgence, oui, ça. Sinon,
comme d'habitude, parce que nous avons un antécédent déjà, côté que c'est international qui a décidé, CARICOM choisi, ils mettaient tout ensemble dans blender. Ils blendent, mais je dis, il n'y a pas de qui est jus. Souvent pointés du doigt pour des comportements alimentant la méfiance de la population durant leur passage au Parlement, ces anciens députés et sénateurs critiquent à leur tour les acteurs qui imposent leur propre formule de remplacement, alors qu'ils sont eux-mêmes responsables des échecs actuels. Je dis, moi, que c'est un dépassement de tous les secteurs. Personne n'a pas battre les soldats pas bon. Personne n'a pas dit où une solution. D'ailleurs, tout le monde a dit qu'il y a une solution. Je dis, yo tout fait partie du problème. Si vous fait partie du problème, bah comment yo t'a dit qu'il y a une solution, vous n'avez pas inventorié la solution ça à l'avance. Moi-même, comme parlementaire, mais qu'un statut comme parlementaire, pour me dire, pour seulement il y a des constitutions. Si je n'ai pas une constitution amendée qui oblige en veilleuse, en vertu de toute situation de conflit qui est dans lui, eh bien, constitution 1987 là, dans la version originale là, oui, il y a une provision. Et le fait qu'il y ait une provision là, nous proposons pour nous là. Ces anciens parlementaires estiment que l'année 2026, qui marque un quinquennat depuis l'assassinat du dernier président élu, constitue l'ultime échéance pour harmoniser le calendrier électoral avec la Constitution haïtienne de 1987. Ils affirment ainsi soutenir toute démarche allant en ce sens, à un moment critique qui hypothèque l'avenir de l'ensemble de la population. C'est comme si, ou une occasion, bataille, ou choye bataille, moun di ou mandat et président défait 7 février 2021 fini, 7 février jusqu'à sa mort. Donc nous avons occasion là pour nous sauter sous lit, pour nous arranger, matcher, ça nous a les échéances constitutionnelles là, échéances électorales. En attendant de parvenir à organiser les élections, le Forum des anciens parlementaires et alliés encourage les parties prenantes à s'entendre sur le choix d'un président, d'un premier ministre et d'un gouvernement de consensus, mais n'affiche pas publiquement de préférence pour un secteur ou un autre. La Conférence nationale des associations et organisations de jeunesse d'Haïti a organisé un débat sur l'intégration des jeunes dans les prises de décisions politiques qui engagent le pays. À l'approche de la fin du mandat du Conseil présidentiel de transition, des jeunes entendent être partie prenante à la table des discussions, explique John-Marie Auguste, l'un des initiateurs. Un document final regroupant la position des jeunes de l'association sera produit et remis aux autorités étatiques en vue de mieux comprendre leurs revendications. Suivez ce reportage de Rodolphe Pierre-Louis. Des associations de jeunes n'entendent pas garder le silence à l'approche du 7 février. La Conférence nationale des jeunes d'Haïti commence à entreprendre les initiatives. Une conférence débat s'est tenue ce mercredi sur la participation des jeunes dans les grandes décisions qui engagent le pays, explique John-Marie Auguste, l'un des initiateurs. Mais comme étant donné que nous ne pouvons pas quitter le pays comme ça, c'est nous-mêmes comme Haïtiens qui pensons à ça, nous-mêmes la jeunesse, nous prenons initiative pour nous faire une conférence nationale avec les associations, les organisations, les jeunes leaders en Haïti, pour nous capables de penser et regarder comment. Premièrement, demander à ce que la jeunesse soit partie prenante dans ça qui est pour avec discussion qui est pour entamer, pour définir une perspective pour après 7 février. 2. Demander que nous avons une médiation haïtienne. Le passage de la parole aux actes, c'est ce que défendent les jeunes de cette association. Être une partie prenante au sein de la table des discussions, un thème qui a été au centre des échanges, souligne Eddie Cadet, l'un des intervenants. Une logique, jeunes sortis appartenance à tel groupe, à telle structure qui empêchait que les jeunes mettent les têtes ensemble pour produire un seul bagage. Donc, je dis à nous finir avec le problème ça. Nous, les jeunes, ces jeunes leaders qui là, nous mettons de côté sensibilité politique, nous mettons de côté sensibilité personnelle, pour que au lieu de nous venir moun groupe pour nous moun de principe, pour nous comprendre que si ensemble nous pas faire une bagaille, et bien 7 février qui devrait être un jalon décisif, qui t'a donné un point de retour à l'ordre constitutionnel, et que c'est peut-être ça lui-même qui échouait,
Donc si nous ne prenons pas disposition ça, nous ne pouvons pas capitaliser sur l'échec CPTA pour que nous joignions un consensus qui est plus large, qui est plus inclusif. Un document sera produit à la fin des échanges, lequel regroupera les opinions et les positions dégagées par les membres de l'association. Les jeunes, ont-ils rappelé, veulent être partie prenante dans les prises de décision. La Direction départementale d'éducation de l'Ouest, DDEO, a lancé mercredi 14 janvier les assises nationales de la refondation du système éducatif haïtien. Selon son directeur, Étienne France Louis Seul, l'initiative vise l'élaboration d'une nouvelle politique éducative adaptée aux réalités actuelles du pays. Le directeur général du MUNFP, Yves Robin, a indiqué que ces assises s'inscrivent dans le cadre du plan décennal de l'éducation, destiné notamment à accélérer la scolarisation des enfants et des jeunes pour contribuer à la réduction de la pauvreté. Un reportage de Guerre Béjean et Guétry Choisy. Il s'agit du premier atelier préparatoire aux assises sur la refonte du système éducatif national en proie à la crise. Le directeur départemental de l'Ouest, Étienne France Louis Seul, énumère les défis persistants autour de 4 grands points. Le système éducatif haïtien est confronté à une crise systémique caractérisée par des dysfonctionnements à la fois structurels, institutionnels, pédagogiques et socio-économiques. Parmi les indicateurs les plus préoccupants figure la persistance de l'échec scolaire massif, la faiblesse de la gouvernance éducative, l'insuffisance de la formation initiale et continue du personnel enseignant, l'inadéquation du curriculum par rapport aux exigences du développement technologique et économique, ainsi que l'accès illégal à une éducation de qualité. En clair, l'éducation reçue par la plupart des jeunes haïtiens est délivrée par un système boiteux. Selon M. Louis Seul, ces assises départementales ambitionnent de réunir assez de recommandations pertinentes pour élaborer une nouvelle politique éducative. L'objectif fondamental de cet atelier est de produire des intrants techniques pertinents pour l'assise nationale de la refondation du système éducatif haïtien. À travers un processus participatif structuré, il s'agit notamment d'identifier les causes profondes de l'échec scolaire et de la perte d'efficacité du système, d'analyser les mécanismes de gouvernance, de régulation et de pilotage du secteur éducatif, de formuler des propositions opérationnelles visant l'amélioration de l'accès, de la qualité, de l'efficacité et de l'équité du système éducatif. Par ces assises, les responsables du ministère de l'Éducation nationale entendent faire un diagnostic du système axé sur les programmes d'études, les conditions d'apprentissage des élèves, ainsi que poser un regard sur le métier d'enseignant. Le professeur Yves Robin, directeur général du MNFP, voit dans cette initiative un prolongement des réformes qui se sont succédées au cours des ans. Il y voit également l'occasion pour l'État haïtien de se montrer fidèle à sa mission éducative. Quel que soit gentil, quel que soit sexe, quel que soit couche sociale, quel que soit handicap, la mission de l'État, c'est de travailler à ce que tous ces enfants-là qui sont là à l'école aient une place assise au niveau des salles de classe à un horizon pas trop lointain. Pour que ces enfants-là ne soient pas problème pour la communauté plus tard, mais plutôt solution aux problèmes de la communauté. D'autres rencontres sont également prévues dans les 9 autres directions départementales du pays pour poursuivre ces échanges en vue d'une nouvelle politique éducative afin d'assurer une corrélation étroite entre les besoins sociaux et le système scolaire. Dans un pays où les crises successives tendent à couper court à la moindre évolution sociale, le MNFP entend donner le ton.
Autre information, le ministre du Commerce, James Monazar, s'est félicité de l'adoption lundi par la Chambre des représentants américaine d'un projet de loi visant l'extension de la loi Help Hope. Il parle d'une victoire collective pour Haïti. Le ministre s'est dit confiant quant à l'adoption du texte par le Sénat américain, soulignant que cette mesure permettrait de préserver environ 28 000 emplois dans le secteur de la sous-traitance dans un contexte douanier international favorable au pays. Notre réaction au niveau du gouvernement, c'est d'abord une réaction de satisfaction parce que moi-même, en tant que ministre du Commerce, j'ai déjà effectué plus de 15 missions à Washington pour faire la plaidoirie autour du renouvellement de cette loi. Donc, personnellement, je suis très satisfait, mais au nom du gouvernement, on est très satisfait également. Et je pense aux milliers d'emplois que nous allons retenir au niveau du secteur textile, parce que nous avons fait une prévision à très court terme. Avec le renouvellement de cette loi, on va avoir au minimum au moins 10 000 nouveaux employés dans le secteur à très très court terme. Donc, c'est une satisfaction et pour moi personnellement, parce que je me suis investi personnellement pour le renouvellement de cette loi, mais également pour les milliers d'emplois qui seront sauvés à cause de ce renouvellement de cette loi. Cette avancée est le résultat de démarches diplomatiques et institutionnelles soutenues par votre ministère. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Qu'est-ce que vous avez fait effectivement? Normalement, c'est une bataille, disons, la victoire pour moi, et c'est tellement rare dans le pays qu'il faut le souligner. C'est en novembre 2024, nous avons paraphé un accord tripartite entre le gouvernement ici à travers le ministère du Commerce et de l'Industrie et du ministère des Affaires sociales, à travers le patronat l'ADI, à travers le secteur syndical également. Nous avons paraphé pour donner la position d'Haïti pour le renouvellement de cette loi. Donc, au sein de l'ADI, nous avons la chance que nous avons eue cette année, c'est que le consultant que l'ADI avait qui travaillait sur ce dossier est devenu le nouveau ambassadeur à Washington, c'est M. Lionel Delatour, qui connaît bien le dossier et qui a des connexions au niveau de Washington. Et nous avons pris pas mal d'engagements au niveau de Washington à travers nos réseaux, nos connexions, à travers le ministère des Affaires étrangères, à travers le ministère de l'économie et des finances et à travers le ministère des Affaires sociales également. Donc c'était un bataille au niveau du gouvernement à plusieurs niveaux et le Premier ministre a fait plusieurs missions à Washington également et on a fait ce dossier aussi une priorité. Donc c'était une priorité du gouvernement et au plus haut niveau de l'État et chacun à son niveau a joué son rôle et soit au niveau du ministère du Commerce et de l'Industrie, on a été toujours là, le ministère de l'économie et des finances, le ministère des Affaires étrangères et ainsi que l'a dit, il y a une mission ou deux où les syndicalistes étaient présents aussi à Washington pour faire la plaidoirie pour cette loi. Donc, c'est pas simplement une victoire pour ma personne ou bien le gouvernement, mais c'est pour tout le pays parce que tous les composantes de ce pays ont participé à cette victoire. Aux États-Unis, la communauté haïtienne vit actuellement les heures les plus sombres de son histoire récente, affirme Frandley Denis Julien. Toutes les familles sont touchées par la politique migratoire de Donald Trump et vivent dans une situation de peur et de psychose généralisée, précise l'avocat actif aux États-Unis qui était invité à la rubrique Le Point ce mercredi. Maître Frandley Denis Julien. Étudiants qui perdent du statut légal aux États-Unis, majorité par au courant de et jeunes haïtiens vraiment qui perdent du statut légal. Dès qu'on a un cas côté que initialement ils voulaient retirer le statut, après ça ils viennent rétablir pour lui. Mais majorité étudiants qui perdent du statut légal, c'est parce que ils prennent position et contre Israël pour la Palestine, allez savoir. Et un pays démocratique entre guillemets et c'est pour ça en pile nan yo et t'es perdu au commencement t'es un mouvement comme ça parce que t'es commencé gain manifestation sur campus yo contre Israël en faveur de la Palestine et puis administration t'es utilisé les armes ça pour que les et calmer situation dans campus yo et vraiment li arriver vers ça parce que l'été arrivé non seulement annulé mais expulsé en pile étudiants qui étaient aux États-Unis.
Mais communauté noire et pour monde qui sous visa étudiant généralement, yo pas affecté par ça. Cependant, malheureusement, travel ban qui pas ta supposé et affecter monde qui par exemple, bon exemple, son monde entre aux États-Unis qu'on y a là, un jeune haïtien ou rentrer aux États-Unis qu'on y a là, en dépit de travel ban, on t'a supposé capable pour visa B2, B1 qu'on rentre avec là, on t'a supposé qu'à changer pour que ou pour un visa étudiant depuis qu'on l'école qui admet tout. Son très simple que lié, mais l'autre jour mon collègue moi qui pas même haïtienne, son marocaine, li relèm li voit un document moi côté que li gen un client haïtien, jeune étudiant qui rentrait avec un visa de visiteur qui appliquait pour faire un changement de statut pour le venir un visa d'étudiant et généralement on ba pour 5 ans. Eh bien, USCIS écrit et jeune étudiant ça avec avocat pour dire comme ça que nous comprenons côté voulait faire un changement de statut et changement de statut gouvernement pas empêché ça pour haïtien. Cependant, gouvernement ça pour nous qui gens demande cap travail qu'on y a dans USCIS, gouvernement montré que n'est pas favorable à ce que haïtiens continuent à vivre aux États-Unis et basé sur discrétion que me gagne moins vle deny, moins vle refuser, rejeter demande là, est-ce qu'on a un argument pour empêcher de rejeter demande là. Donc, vous imaginez dans quelle situation que jeunes aujourd'hui aux États-Unis. Les principaux titres développés à Metro News, une vaste opération de sécurisation a été lancée ce mercredi à Delma-6 par la police nationale avec l'appui des forces armées et de la force de répression des gangs. L'intervention se déroule près du domicile du chef de gang Jimmy Cherizier dit Barbecue. Des explosions liées à l'usage de drones kamikazes ont été signalées afin de chasser les gangs et reprendre le contrôle de la zone. À l'approche du 7 février, le Forum des anciens parlementaires et alliés met en garde contre toute tentative étrangère d'imposer une formule de remplacement au Conseil présidentiel. Il appelle les acteurs nationaux à privilégier le dialogue afin de parvenir à une transition consensuelle dirigée par des autorités issues de larges accords politiques. Vers le renouvellement de la loi Help Hope, le ministre du Commerce et de l'Industrie, James Monazar, s'est réjoui de l'adoption par la Chambre des représentants américaine d'un projet de loi visant à la prolonger. Selon lui, cette mesure pourrait préserver près de 28 000 emplois dans le secteur de la sous-traitance en attendant l'approbation du Sénat américain. C'est la fin du journal Metro News et c'est la toute fin de notre aventure. Rose Berline Barthélemy sera de retour pour vous informer. C'était avec vous Cam Stéphada Poulard qui vous a informé avec beaucoup d'amour et beaucoup de plaisir. Restez fidèles à Métropole.